Cuisinons l'histoire. Le podcast qui décortique les mythes de la gastronomie française. Avec Ronan Coquelin-Lyon et Éric Birlouez, ingénieur et sociologue de l'alimentation. Salut Éric. Salut Ronan. Je suis super content de te retrouver pour une nouvelle saison de Cuisinons l'histoire. Eh bien, c'est un plaisir partagé. Pour ce nouvel épisode, on s'intéresse non pas à un aliment, mais à un homme qui, en plus d'être doté d'un insatiable appétit de pouvoir, était, paraît-il, un très gros mangeur. Cet homme, c'est Louis XIV. Eh oui, Ronan, le roi Soleil avait un sacré coup de fourchette. Il dévorait des quantités impressionnantes d'aliments. Alors, de la viande, du jambon et des volailles. Alors, par exemple, chapon, poularde, pigeon, caille, perdrix, etc. Mais qui étaient remplacés, bien sûr, les jours maigres par des poissons, des crustacés et des coquillages. Et puis aussi des légumes et des fruits. Car Louis XIV était aussi un grand adepte du végétal. Bien sûr, sans oublier les sucreries, compotes, fruits confits, pâtes de fruits, biscuits et autres desserts. Et d'ailleurs, la belle-sœur du roi Soleil, Madame Palatine, a été un témoin privilégié de sa voracité. Elle a écrit « J'ai vu souvent le roi manger 4 pleines assiettes de soupes diverses, un faisan entier, une perdrix, une grande assiette de salade, 2 grandes tranches de jambon, du mouton au jus et à l'ail, une assiette de pâtisserie, et puis encore du fruit et des œufs durs. » Ah oui, il plaisante pas, c'est presque inquiétant cet appétit, Éric. Oui, alors il y a bien sûr sa nature de gros mangeur, mais aussi 2 autres explications à cet appétit, disons, gargantuesque. La première raison, elle est symbolique. Ingérer de grandes quantités de nourriture, eh bien, c'était une manière de montrer à tous son statut de puissant, de monarque. La seconde explication est médicale. Si le roi Soleil était un très gros mangeur, c'est peut-être aussi parce qu'il aurait été habité par le ver solitaire. Ce ver parasite, que tu connais, présent dans son intestin, absorbait une partie de la nourriture ingérée. Et le roi mangeait donc pour 2. Ah oui, c'est charmant. Donc le roi Soleil avait le ténia, ça enlève tout de suite un peu de prestige. Et attends, pour compléter ce tableau peu flatteur, Louis XIV a très tôt été totalement édenté. Et figure-toi qu'il avait même le palais perforé. Un jour, la pince d'un de ses dentistes, entre guillemets, avait ripé lors de l'arrachage d'une dent cariée. Et donc, elle avait fait un trou dans le palais du roi. Et on a même écrit que lorsqu'il buvait du vin ou mangeait des petits pois, eh bien, ceci ressortait parfois par son nez s'il n'y prenait pas garde. Louis XIV a vécu 77 ans, un record pour l'époque, tout en étant, mais toute sa vie, un grand malade. Entre autres, il souffrait de problèmes gastriques et de crises de gouttes causées par son appétit d'ogre et sa grande consommation de viande. Il était donc loin d'avoir une santé de fer. Alors comment mangeait le roi? J'imagine qu'il y avait tout un rituel. Oui, absolument. Le repas royal faisait l'objet d'une mise en scène réglée au millimètre, un peu comme une liturgie religieuse. Le but, c'était de sacraliser la personne royale au moment où elle prend son repas. Et donc, c'était une façon pour le roi Soleil de se distinguer des autres humains, d'affirmer sa puissance, son prestige, avec encore plus d'éclat. Alors, on va commencer par le commencement, le premier repas qu'on appelle à l'époque le déjeuner, aujourd'hui notre petit déjeuner. Alors, déjeuner parce qu'il rompt le jeûne de la nuit, il était servi au roi à 8h30. Louis XIV se contente d'un simple bouillon de viande ou de volaille. Et puis son dîner, le petit couvert, il se déroule à 13h. Louis XIV le prend seul, dans sa chambre. Enfin seul, je veux dire seul à manger, parce qu'en réalité, il est en présence d'une centaine de courtisans qui ont l'immense privilège d'assister à ce repas. Mais il reste debout, ce qui est une façon de bien marquer la distance entre la personne royale, qui est sacrée encore une fois, et ses sujets. Ah oui, une exception. Parfois, le roi convie son frère, monsieur, à partager ce repas de la mi-journée. Alors, qu'est-ce qu'il peut manger à ce dîner? Eh bien, par exemple, un potage de chapon, une poularde en bisque, une poitrine de veau farci, des côtelettes de mouton rôties sur le grill, un gigot de mouton pané, du canard rôti, un plat de truffes et de foie gras, des beignets de pommes. Bon, j'arrête là parce que je sens que je vais avoir du mal à digérer tout cela. Alors, bien sûr, Louis XIV, il ne mangeait jamais en totalité les plats qui lui étaient servis et il en délaissait certains totalement. Et le fameux souper du roi? Alors, on le nommait le grand couvert et il était servi tard, à 22h. Donc, Louis XIV se
restaure en compagnie de sa famille, la reine, ses enfants, ses petits-enfants, toujours en présence de nombreux courtisans. Les plats sont servis par séquences successives qu'on appelle des services, et à chaque service, de très nombreux plats sont posés en même temps sur la table. On parle de service à la française. Il y a tellement de plats sur la table qu'il n'y a plus aucune place pour les verres. Donc quand on a soif, on fait signe à un serviteur qui apporte un verre déjà rempli. On boit d'un coup et on lui rend le verre. Côté coulisses, combien de personnes sont mobilisées pour nourrir le roi et sa cour ? Il y a environ 150 personnes qui préparent et servent les repas. Les plats sont préparés au rez-de-chaussée du grand commun et dans les sous-sols. Ceux qui sont destinés à la table royale et à sa famille le sont préparés dans l'aile du midi, car ils ne doivent pas traverser de rue pour réduire les risques d'empoisonnement et de refroidissement des plats. Alors j'ai lu que le roi Soleil était un fan absolu de légumes et de fruits, c'est vrai ça ? Ben oui, effectivement, c'est un grand adepte des artichauts, des concombres, des choux-fleurs, des asperges, des salades. Et en ce qui concerne les fruits, bien ses préférés, c'était les poires, les figues et les melons. Et donc cette passion du roi pour le végétal va le pousser à demander à Jean-Baptiste de la Quintinie, c'est un juriste qui s'est reconverti dans l'horticulture, d'aménager un jardin fruitier et potager de 9 hectares dans le domaine de Versailles, en un lieu qu'on nommait l'étang Puant. Tu vois, c'était pas vraiment un cadeau. Oui, a priori. Oui, alors le chantier, il a été absolument colossal, périlleux même. Il a fallu assainir le terrain marécageux, le recouvrir de bonnes terres arables. 5 années de travaux, des milliers d'ouvriers ont été nécessaires avant de pouvoir mettre en terre les toutes premières plantations. Louis XIV, il voulait manger des fruits et des légumes en toute saison pour bien envoyer un message politique, montrer que lui, le roi Soleil, était capable de faire plier la nature elle-même à ses volontés. Donc à bon entendeur, salut. Alors j'ai moi-même un potager et manger des fruits et des légumes en toute saison, c'est quasi impossible. Alors a priori, oui, tu as raison, mais la Quintinie va y parvenir. Alors comment il va faire ? Il va épandre du fumier chaud et frais au pied des plants, qu'il va couvrir de cloches de verre pour les protéger. Il installe des coupe-vents, il taille les arbres fruitiers en U, les plaque contre des murs blancs orientés vers le sud. Et ça marche, le potager du roi fournit des asperges et des laitues en janvier, des pois et des fraises dès les premiers jours de printemps, des concombres début avril, des cerises en mai et des figues en juin, et cela pendant 6 mois. Et puis, il y a cette anecdote, la folie de Louis XIV pour les petits pois, c'est une légende ou une réalité ? Ah non, c'est vrai, le monarque adorait manger des petits pois et forcément, toute la cour va l'imiter. Les petites graines vertes, toutes fraîches sorties de leur cosse, vont faire fureur à Versailles. On adore les petits pois, on adore les petits pois. On en ingurgitait des quantités énormes. Les gens se rendaient malades et même Louis XIV a manqué mourir d'une indigestion de petits pois en 1706. D'ailleurs, Madame de Sévigné évoquera cette mode des petits pois dans l'un de ses écrits où elle dit « Le chapitre des pois dure toujours, l'impatience d'en manger, le plaisir d'en avoir mangé et la joie d'en manger encore. » Jamais dans la demi-mesure, ce Louis. Alors, conclusion, il était aussi gourmand que gourmet. Lui doit-on quelques avancées en termes culinaires ? Oui, et c'est même très important, car c'est sous le règne de Louis XIV qu'est inventée la grande cuisine française, qu'on appellera d'ailleurs quelques décennies plus tard la nouvelle cuisine. Tu vois, Ronan, cette expression nouvelle cuisine, elle a été utilisée bien avant qu'elle soit recyclée par les célèbres critiques gastronomiques Henri Gault et Christian Millot dans les années 70. C'est par ces mots de nouvelle cuisine qu'ils avaient qualifié le renouveau culinaire initié par des chefs comme Michel Guérard, les frères Trois Gros, Alain Sandras et bien d'autres. La révolution culinaire sous le roi Soleil, c'est d'abord la rupture totale avec la cuisine du Moyen-Âge et de la Renaissance. Fini, lors des grands banquets, les cygnes, les cigognes, le héron, les pans. C'est également l'abandon quasi total des épices qui sont alors accusées de masquer, je cite, le goût naturel des aliments. On les remplace par des herbes aromatiques indigènes, le persil, le thym, le cerfeuil, la sauge. On réduit les temps de cuisson. On commence à utiliser des bouillons, des coulis, des fonds de sauce, à employer le beurre. Cette nouvelle cuisine, elle doit, là encore, c'est la volonté du roi Soleil, rayonner littéralement sur l'Europe entière. Et c'est tout à fait passionnant. On termine ce podcast par l'histoire d'une expression liée bien évidemment à la gastronomie. Eric, pourquoi dit-on trier sur le volet pour évoquer une sélection exigeante ? Tu n'as pas choisi cette expression par hasard. Chut, pas du tout.
Trier sur le volet fait référence à des fèves et des pois secs. Le volet dont il est question n'a rien à voir avec celui que l'on connaît aujourd'hui. Au Moyen-Âge, le volet, c'était une pièce de tissu qui voletait au vent et qu'on utilisait pour séparer les graines en les lançant dans un courant d'air. Et puis à partir du XVe siècle, le volet a désigné la planchette de bois sur laquelle on triait les pois et les fèves. L'écrivain Rabelais emploiera notamment cette expression pour parler de personnes qui avaient été élues et qui avaient été, dit Rabelais, triées comme beaux pois sur le volet. Merci Eric pour toutes ces explications. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt Ronan.